j'allais pouvoir faire comme ça de manière un peu disert, sans forcer. Et pas du tout en fait, parce qu'il faut connaître pratiquement tous les philosophes, il faut avoir lu pratiquement tous les philosophes pour comprendre ce qu'il y a. Donc c'est pas très commode. Enfin bon, voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai fait un petit rédigesto. Donc je te passe ça, Amérique. Bon, déjà chacun une feuille. Puis on laissera peut-être ça en haut pour ceux s'il y en a qui arrivent en retard, ils les prendront peut-être en haut, vous laisserez le reliquat en haut. Donc aujourd'hui, nous sommes donc à la 9e séance sur 11, donc il n'en reste plus que 2. En fait, il n'en reste plus qu'une d'une certaine façon, parce que la dernière, ça sert surtout à boire un coup. Oui, c'est déjà pas mal. Donc la dernière, on travaillera un tout petit peu, mais pas beaucoup, quoi. Donc, il reste en fait une séance de... Et je ferai le chapitre qui suit celui-là. C'est qu'aujourd'hui, c'est le chapitre 8, hein, qui s'appelle « Ce qu'il en est de l'autre » avec un A majuscule. Et puis dans le chapitre qui suit, il s'agira de l'un. Alors je ne me souviens plus du titre. Enfin bon, vous l'avez votre titre, hein. Je ne me souviens plus du titre exact du chapitre 9. Dans le champ de l'unien. Ah, dans le champ de l'unien, c'est ça. Dans le champ de l'unien. l'ennui, comme il dit. Pardon? Ou de l'ennui, comme il dit. Oui, dans le champ de l'unien, c'est ça, le titre du chapitre que je vous ferai dans 15 jours. Hein. 15 jours, qui sera l'avant-dernier en fait. Donc aujourd'hui c'est le chapitre 8, on est à la 9e séance, mais on est qu'au chapitre 8 parce qu'on a un peu traînassé. Et donc ça s'appelle Ce qu'il en est de l'autre, et c'est de la page 111 à la page 121 sur le bouquin. De la page 111 à la page 121, on date du 8 mars 1972 pour Lacan. Donc il est question d'amener la question de l'autre avec un A majuscule. Alors, l'autre avec un A majuscule, c'est une notion très complexe chez Lacan. On va pas aujourd'hui essorer le problème totalement. Hein, non, bien sûr que non. On va faire que l'amorcer timidement. En tout cas, il en avait donné une définition déjà assez radicale, assez carrée de l'autre avec un A majuscule. Il avait dit l'autre, c'est l'extériorité radicale. C'est votre extériorité radicale. C'est une définition qui donne un peu le vertige. Hein. Parce que ça veut dire votre extériorité à l'infini, quoi. L'extérieur de vous dans son entier. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans son entier? Il n'y a pas de limite, c'est sans limite. Hein. Donc il avait défini l'autre comme ça. Mais on peut aussi prendre d'autres approches qu'il avait données ensuite. Il avait dit c'est le lieu des signifiants, le lieu de tous les signifiants. C'est-à-dire que tous les signifiants sont acceptés s'y trouvent. Et donc on n'y a pas accès, bien sûr. On n'y a pas accès. C'est pour ça que lorsqu'il écrit la jouissance S de A, il écrit S de A barré. Parce que l'autre, on y a accès de manière partielle. Et pas dans son entier, bien entendu. C'est le lieu de tous les signifiants. Les signifiants qu'on avait baptisés, vous vous souvenez, la chaîne signifiant S1, S2, S3, S4, à l'infini. Comme ça. Qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Voilà. Mais qui est ce qu'il a, mais ce que Lacan appelle le discours. Hein. Le discours pour Lacan, c'est pas le blabla que je vous fais là. Hein. C'est l'ensemble des signifiants qui sont chaînés. C'est ça le discours, hein, qui a un rapport avec l'inconscient, évidemment, l'inconscient du sujet. L'inconscient du sujet, il y est dans le discours courant. Hein. D'ailleurs, quelquefois, il écrivait ça en un seul mot, Lacan, pour faire un discours courant, hein, en un seul mot. Pour faire un peu un petit jeu de mots comme ça. Et donc cette longue chaîne, eh bien, il dit d'elle qu'elle nous détermine. C'est-à-dire que c'est un discours qui nous détermine comme sujet. Et c'est un discours qui est là avant que nous soyons là et qui sera là après que nous ne soyons plus là, de toute façon. Ce discours n'en a que faire de nous. Hein. Le discours courant, l'autre avec un A majuscule, n'en a que faire de nous. Donc on s'insère, nous, comme on peut, entre les signifiants, dans cette chaîne signifiante. Hein. Le temps de notre existence, on s'insère. Après, on y est encore, parce que si sur votre tombe vous marquez votre nom, eh bien, vous êtes encore inséré dans la chaîne signifiante par votre patronyme gravé dans le marbre éventuel ou le granit de votre tombe. Voilà. Et en fait, cet autre, on peut en donner un exemple un peu concret, si vous voulez. C'est dans le stade du miroir de Lacan. Vous savez, Lacan a
c'est pas lui qui a inventé le stade du miroir au départ, hein. C'est un psychologue qui s'appelait Henri Vallon, mais peu importe, c'est quand même Lacan qui l'a développé d'une manière assez subtile. Donc le stade du miroir, Lacan en a parlé en 1936, dans un congrès d'ailleurs mémorable, où il s'était fait couper la parole. Il n'avait pas du tout apprécié. Parce qu'il était encore jeune à l'époque, hein, et il venait présenter son stade du miroir, et chaque intervenant avait un temps de parole défini, et Lacan s'était fait couper le sifflet. C'était Jones, Ernest Jones, vous savez, qui était le pape de la psychanalyse, hein, c'était Ernest Jones, c'était la tête pensante, bien qu'il fût pédophile et emprisonné, il fut quand même le pape de la psychanalyse pendant longtemps. Et il dirigeait tout, Ernest Jones, Ernest. Et donc voilà, donc Ernest, il lui avait coupé la chic en lui disant, il avait coupé son micro, quoi, à Lacan, il était furieux. Il n'avait pas pu exposer complètement son stade du miroir. Heureusement, il y avait Françoise Dolto qui était là, ce jour-là, et qui c'était pas en France, hein, je crois que c'était en Autriche. Et Françoise Dolto avait pris toutes les notes, donc ça avait permis de retranscrire après ce qu'avait raconté Lacan ce jour-là, pour la première fois, sur le stade du miroir. Donc le stade du miroir, voilà, quand je vous le synthétise comme ça, de manière un peu abrupte, vous savez, l'enfant, à partir de 6 mois, 6 mois et demi, 7 mois à peu près, hein, jusqu'à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, eh bien, il se regarde dans l'autre. Hein. Alors, on peut dire que c'est un miroir, bien sûr, mais surtout le miroir de l'autre. Hein. L'autre avec un petit A. Le voisin, l'autre enfant, si vous voulez. La maman. Hein. Il se regarde là-dedans pour se construire, par identification. Par identification. Parce qu'il n'a guère le choix, de toute façon. Hein. Alors, il y a quelque chose qui s'interpose, si vous voulez, s'impose entre le sujet bébé de 6 mois et demi, 2 ans jusqu'à 2 ans, et l'autre de l'altérité pas avec un A majuscule, avec un A minuscule, hein, c'est la mère éventuellement. Et donc la mère, elle peut représenter le miroir aussi, dans lequel l'enfant se voit et au travers duquel il peut voir l'autre de l'altérité. Et la mère, du coup, elle est en position de grand autre, elle. Si la mère, elle représente le miroir, ou est en position d'être le miroir, voilà le sujet enfant, le miroir qui est là, le miroir, eh bien, on peut dire que c'est l'autre, et éventuellement c'est la mère. Et puis là, vous avez A' qui serait l'autre, par exemple, l'autre avec un petit A. Comme ceci. Pourquoi est-ce que la mère est en position de grand autre là? Eh bien, parce que c'est elle qui va valider le fait que si l'enfant se regarde dans le miroir, il a affaire à lui-même et à un autre. C'est-à-dire que la mère va valider les objets. L'autre de l'altérité va devenir d'une certaine façon le premier objet de l'enfant. C'est pas le premier, mais enfin c'est un des tout premiers. Hein, parce que l'enfant construit sa surface, son air, hein, sa propriété, pour construire son moi. Et donc il va le faire dans l'image de l'autre, validé, approuvé par le grand autre maternel. Voilà, hein, par le grand autre maternel. C'est ça le stade du miroir. Hein. C'est ça le stade du miroir. Donc, il est nécessaire que l'enfant passe par là pour pouvoir se construire, se définir comme sujet. Sinon, ça ne fonctionne pas. Les autistes, les enfants autistes ne passent pas le stade du miroir, hein, ou mal, ou de manière altérée. Et donc, du coup, ils se construisent un moi qui est défaillant, qui est fissuré, qui convient une skise, comme on l'appelle, hein, c'est-à-dire une fissuration de la structure même du sujet. Voilà, donc, alors dans ce chapitre-là, il nous conseille de lire tout un tas de philosophes. Alors, il parle notamment de Parménide. Vous connaissez Parménide, hein, c'est un philosophe grec qu'on dit pré-socratique parce qu'il était avant Socrate, pas beaucoup avant Socrate. Hein. Et donc, il nous conseille de lire Parménide et il dit ça d'une manière assez marrante. D'ailleurs, il dit il faudrait que vous ayez vous décrasser un peu du côté de Parménide. Parce que, sous-entendu, vous ne l'avez pas lu, bande de feignants. Donc voilà, c'est ça qu'il voulait leur dire. Donc, mais on peut lire Parménide parce que c'est pas très long. Parménide, il a écrit un très long poème, dont je ne me souviens pas du titre, mais en fait, toute sa œuvre est dans un très très long poème, Parménide, sur ce qu'il pense, sur ce qu'il fait ça. Alors, il nous demande de lire Parménide.
l'esprit nous demande de lire un petit peu Socrate aussi, mais Socrate n'a rien écrit. Donc comme ça, c'est commode. Hein. Donc vous pouvez connaître Socrate au travers des dialogues de Platon, par exemple, hein, ou sur d'autres personnes qui ont transcrit. Parce que Socrate était un type particulier. Hein. Socrate, je vous parlerai de Parménide, après je reviens à Parménide, mais je pense à Socrate comme ça. Socrate, c'était quelqu'un qui s'est déplacé, je dirais, de bistrot en bistrot, quoi, en son temps, hein, de place en place, de stade en stade, de lieu où l'on parle, voilà, de lieu où l'on parle en lieu où l'on parle, et qui discourait comme ça, et qui questionnait surtout. Socrate, il questionnait les gens, et il attendait les réponses, c'est ça qui l'intéressait. Et d'ailleurs, Socrate, il disait, je ne sais rien, je questionne. Je ne sais absolument rien, je questionne. C'est ce qu'il disait, Socrate. Pour autant, il savait des choses, hein, puisqu'on attribue la notion de concept, c'est-à-dire d'idée pure, si vous voulez, d'idée pure au sens où le concept peut exister en dehors de l'être. Hein. Voilà. La définition d'un concept, c'est pas si simple. Hein. Un concept, c'est une espèce d'unité de pensée utilisable, si je puis dire, en dehors même de l'être. Hein. C'est pas une définition simple, le concept. Et c'est Socrate qui l'a institué. Peut-être pour d'autres gens avant lui en parler, peut-être même Parménide. Non, pas Parménide, je ne crois pas. Hein. Parce que dans l'ordre chronologique, si vous voulez, le plus ancien c'est Parménide. Vous l'avez sur le petit papier que je vous ai fait. Hein. Le plus ancien c'est Parménide, ensuite c'est Socrate et ensuite c'est Platon. Mais Parménide et Socrate sont proches, puisque Parménide, il avait à peine 10 ans de plus ou quelque chose comme ça que Socrate. Donc Socrate et Parménide se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés à Athènes. Hein. Par contre, Socrate et Platon aussi étaient proches en date. Donc ils se sont aussi connus et rencontrés. Par contre, Platon et Parménide ne se sont pas rencontrés. Parce qu'eux, ils étaient trop éloignés. Bien que proches. Parce que tout ça, ça tourne autour de moins 400, hein, avant Jésus-Christ. Ça tourne autour de moins 400 avant Jésus-Christ, donc ils ont pu se rencontrer, mais pas tous les trois. Voilà. Seulement, vous voyez, il y a un peu de statistique là-dedans, il y a un peu de probabilité. Hein. Combien 2 fois 2 dans 3? Eh bien, ça ne marche pas pour eux, puisqu'il y en avait un qui était trop vieux. Donc, on ne peut pas calculer combien de fois 2 dans 3. Sinon, parce que combien de 2 dans 3, on l'a déjà fait, je vous signale, dans le triangle de Pascal. Hein. C'est donné dans le triangle de Pascal, on n'a même pas besoin de le calculer. Ça fait 6, hein, je vous le dis comme ça en passant, c'est beau. Donc 2 à 2. 2 à 2, ça fait 6. Voilà, dans les combinatoires. Et après Platon, eh bien, on va parler un petit peu d'un autre philosophe un peu atypique, même très atypique, qui s'appelle Berkeley, George Berkeley. Vous connaissez peut-être aussi, parce que c'est un philosophe quand même très connu, mais qui lui était un Irlandais. Il était un Irlandais, puisqu'on a quitté 3 Grecs là. Mais là, on arrive à un Irlandais qui était du nord de l'Irlande, et dont on va dire quelque chose hein, tout à l'heure en explorant un petit peu la philosophie de chacun de ces personnages. Et donc, Berkeley, le philosophe Berkeley, il a donné son nom à la ville de Berkeley, aux États-Unis, hein, qui est et à l'université de Berkeley, qui est sans doute l'université la plus fameuse au monde. Hein, et donc, il a donné son nom à ces 2 entités. Et la ville de Berkeley, c'est une ville très jolie, hein, que moi je connais bien, qui est une sorte de faubourg de San Francisco. Hein, c'est rattaché à San Francisco. C'est très très beau. C'est une ville où il n'y a pas de gratte-ciel, où il n'y a pas de... Ce sont des maisons très jolies, d'un style un peu victorien parfois, et avec beaucoup de jardins très beaux, etc. Et ce magnifique campus de Berkeley, qui est vraiment un campus sublime. Hein, c'est un campus, quand on voit ça, on est un peu écœuré par les nôtres en France. Hein, ouais. Faut pas aller regarder ce campus, sinon on devient un peu jaloux, quoi, hein, quand même. Hein. Mais bon, les budgets ne sont pas les mêmes. Hein. Les budgets ne sont pas les mêmes que les nôtres. Hein. C'est aussi ça. Hein. Avec une bibliothèque monstrueuse. Hein. J'ai la bibliothèque de l'université de Berkeley, c'est quelque chose. Hein. J'en profite d'ailleurs pour dire bonjour, regarde le tir, à une personne de Berkeley qui nous regarde. Hein. Bon, c'est flatteur quand même, hein. Une personne à Berkeley qui suit séance après séance hein, le séminaire. Donc je le sais parce que je reçois des messages, etc. Cette personne, je lui fais coucou, voilà, amicalement, pour son assiduité si lointaine. Voilà, donc,
Berkeley, on en dira quelque chose tout à l'heure. Après Berkeley, il faudrait dire peut-être un petit mot aussi de Hegel, parce qu'il nous demande de lire Hegel. Alors après, il se rétracte, Lacan. Il dit « Oh, je sais bien que vous n'allez pas lire Hegel de toute façon. C'est pas possible, vous êtes trop paresseux. » Donc, lisez simplement la préface de la phénoménologie de l'esprit. Parce que l'œuvre majeure de Hegel, c'est la phénoménologie de l'esprit, vous savez ça. Hein? Donc Lacan nous dit « Vous fatiguez pas trop, de toute façon, je sais bien que vous n'allez pas le lire. » Lisez seulement la préface. Et là-dedans, il y aura déjà pas mal de choses. Et ça ira comme ça. Voilà. Après, il est question aussi dans ce bouquin il parle un peu d'Althusser. Je ne sais pas si vous connaissez Althusser. Althusser était un philosophe contemporain, celui-là, puisqu'il est mort en 1990. Hein. Contemporain, qui a eu une importance grande pour Lacan, parce que il a hébergé, quand Lacan s'est fait virer de Sainte-Anne, Lacan, à un moment donné, s'est fait virer de Sainte-Anne. Après, il a été réintégré, mais il s'est fait virer à un moment donné, pour des raisons obscures. Et donc, c'est Althusser qui a dit, ben, viens donc à Normal Supérieur, puisque Althusser était à Normal Supérieur, rue d'Ulm, à Paris. Et Althusser a dit, viens donc là, je t'accueille. Et donc Lacan a été accueilli plusieurs années. D'ailleurs, dans le chapitre, il rend grâce à Althusser de ça, de cet accueil bienveillant. Et Althusser, c'était un personnage très particulier qui était fou. Hein, qui était fou, il faut le dire. Hein. Je pense qu'il était schizophrène, je ne sais pas, je ne l'ai jamais diagnostiqué, je n'ai jamais rencontré Althusser, mais je pense qu'il devait être schizophrène. Et il avait des bouffées par moments comme ça de délire complet, quoi. Hein. Et quand il allait bien, ça allait, quoi. Il écrivait des bouquins, etc. Il a écrit beaucoup de bouquins. Il a une œuvre. Alors, on le considère comme marxiste. Lacan, d'ailleurs, on parle comme marxiste. Il dit c'est un marxiste et son gros problème, c'était de savoir s'il croyait en Dieu ou pas. C'est ce que Lacan dit, hein, c'est pas moi. Son gros problème à Althusser, c'était de savoir s'il croyait en Dieu ou pas. Bon, alors, en tant que marxiste. Oui, pourquoi est-ce qu'il dit ça, Lacan? C'est un peu subtil, hein. Pourquoi il dit ça? C'est parce que Lacan veut dire, les marxistes, finalement, ils n'attendent rien du côté de ce qui pourrait leur advenir après. Ils n'attendent rien de ça. Hein. Donc, du coup, ça leur impose, paradoxalement, une espèce de croyance en Dieu. Ça pourrait leur imposer. C'est ce que dit Lacan. Hein. Ça leur indiquerait la direction de la croyance en Dieu. Et il dit ça, c'est l'angoisse d'Althusser. C'est l'angoisse d'Althusser. Donc Althusser, c'est curieux d'ailleurs parce qu'Althusser, quand il était jeune, il était très à droite, même à l'extrême droite. Il était maurassien, à l'extrême droite. Hein. Et il a viré à 180 degrés. Il s'est retrouvé être plutôt maoïste, marxiste, non stalinien, hein, pas stalinien. Hein. Il a été au PC pendant longtemps, mais il était en conflit avec les gens du PC, etc. C'était pas facile pour lui. Et surtout aussi parce qu'il avait des épisodes de folie quand même à répétition, hein, dont le dernier en 1980, où il a quand même étranglé sa femme. Hein. Il a étranglé sa femme, qui s'appelait comment déjà? Hélène. Hélène, hein, c'est ça. Hélène, il l'a étranglée, elle est morte. Hein. Et donc, il n'est pas allé en prison, parce qu'il a bénéficié de la loi sur l'irresponsabilité en cas de confusion mentale, etc. Il a été diagnostiqué fou, et donc il est allé en hôpital psychiatrique. Et il a été défendu ensuite par tout un tas d'intellectuels, hein, dont Sartre, tout ça, tout un tas d'intellectuels, pour qu'il n'aille pas en hôpital psychiatrique. Et lui-même a écrit un bouquin, je ne me souviens plus du titre, mais peu importe, a écrit un bouquin pour expliquer son geste, pour expliquer pourquoi il avait étranglé sa femme. Bon, moi je n'ai jamais lu, je ne peux pas vous dire ce qu'il contient, j'en sais rien. Où il explique pourquoi il a fait ça, si c'est explicable, hein, parce que ouais, ça laisse à désirer, quoi. Donc Althusser, voilà, Althusser, on n'en dira pas plus parce que c'est pas le propos du jour. Puis Lacan ne développe pas la pensée d'Althusser dans ce chapitre-là. C'est simplement parce qu'il faut lui rendre grâce qu'il ait accueilli Lacan pendant un certain temps quand même, ce qui était plutôt sympa. Hein. Avant qu'il soit là où on le trouve maintenant, c'est-à-dire qu'avant qu'il soit à la Sorbonne, hein, où il est là, enfin il est à Assas en vérité. Il est à Assas de temps en temps, et de temps en temps dans la chapelle de Sainte-Anne, vous vous souvenez, hein, en ce moment, au moment où je vous parle, quoi, à l'époque où il faisait ce chapitre-là.
Parce qu'il s'était fait virer de Normal Sup aussi, hein, d'accord. Il s'était fait virer par le directeur, pour des raisons obscures aussi. Et ça avait été, les rapports entre le directeur et de Normal Sup et Lacan étaient devenus torrides. Hein. C'était compliqué. Enfin, ils s'en foutaient à la limite, parce qu'ils s'étaient fait accueillir à ça, c'était aussi bien, à la Sorbonne. Il n'avait pas de mal à trouver des salles. Donc, j'ai commencé par vous parler un petit peu de Parménide, hein, Parménide, parce que Lacan, il commence par ça, dans ce chapitre-là. Hein. Il nous parle de Parménide, il nous dit textuellement, allez vous décrasser du côté de Parménide. Hein. Allez bosser un petit peu, allez lire un petit peu, bande de paresseux, allez lire un petit peu Parménide, ça vous fera pas de mal. Donc Parménide, alors il ne faut pas confondre avec le Parménide. Le Parménide, c'est une œuvre de Platon, hein, où il parle de Parménide. Hein. C'est un dialogue de Platon, où il parle de Parménide. D'ailleurs, où il le contredit. Hein. Enfin, Platon n'était pas d'accord avec les thèses de Parménide, mais pas du tout. Hein. Il était à l'opposé complètement même. Mais Platon disait quand même que Parménide était le premier philosophe. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'en sais rien. Je ne suis pas philosophe, hein. Donc j'en sais absolument rien. Mais c'est ce que disait Platon. Il disait, Parménide est le père de la philosophie. Et il rajoutait, c'est le père qu'il nous faudrait tuer. Parce que ses thèses, etc., ne conviennent pas, etc. Donc il faudrait brûler ces thèses pour en avoir d'autres, hein, pour rajeunir la philosophie, lui donner une autre orientation, éventuellement. Donc on dit Parménide d'Élée, parce qu'il était de la région d'Élée. La région d'Élée, c'est-à-dire la face tyrénéenne, si vous voulez, d'Italie, c'est-à-dire en fait le rivage ouest de l'Italie, hein, le rivage ouest de l'Italie. Il était de là, ce cher Parménide. Et donc vous voyez qu'il est né en moins 515, enfin, avant Jésus-Christ, vous voyez ça sur votre petit digeste là. Hein. Et donc il avait une phrase qui disait, qui est toujours dite en latin, il disait « l'être est, le non-être n'est pas ». Voilà, c'est la grande phase ça c'est la grande théorie de Parménide. Si vous retenez cette phrase, vous avez tout lu Parménide, d'une certaine façon. Vous avez tout lu Parménide. L'être est, le non-être n'est pas. Le non-être n'est pas. Donc, ça pose problème, cette phrase-là. Hein? L'être est, le non-être n'est pas. Pourquoi est-ce que ça pose problème? Ça ne vous vient pas comme ça. Eh bien, ça pose problème parce que si le non-être n'est pas, eh bien, on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler. C'est-à-dire que des choses qui ne sont pas, qui n'ont pas d'être, on ne peut pas dialectiser dessus. C'est impossible, puisque le non-être n'est pas. Donc, du coup, vous imaginez tout de suite que ça ne collera pas avec la psychanalyse. Hein? Le prédicat de ce cher Parménide ne va pas coller avec la psychanalyse. C'est ce que dit Lacan d'ailleurs dans le fin du chapitre. Hein. Il le dit carrément. Hein. Il le dit très clairement. Donc l'être est et le non-être n'est pas. Donc voilà. Alors, c'était un type quand même assez malin parce que c'était le premier, contrairement à ce qu'on croit, c'était pas Copernic éventuellement, c'était le premier à avoir pensé que la Terre était sphérique. Et l'univers aussi. Donc en moins 515 avant Jésus-Christ, c'était fort quand même, hein, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'instruments de mesure pour faire ça, pour pouvoir déduire un truc pareil. Et alors il disait un autre truc assez étrange, notre Parménide, il disait l'étang, hein, et E-T-A-N-T, l'étang n'est pas engendré. N'est pas engendré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être, si vous voulez, ne vient de rien. Il n'a pas d'antécédent. Hein? Il n'est pas engendré. Il n'y a pas d'accouchement de l'être. Il n'est pas engendré. Dans le temps comme ça, dans le temps cosmique, peut-être, j'en sais rien, hein, dans le temps des signifiants, eh bien, il n'y a pas d'engendrement de l'être, de l'étang. Voilà. Vous voyez un peu quand même que on se dit en moins 515 avant Jésus-Christ, ça ne devait pas penser beaucoup, il devait y avoir des gars avec des gros maillets sur la tête et des peaux de bête et qui devaient ronfler. Eh ben non, il y avait des gars qui disaient quand même que l'étang est non engendré quand même, en moins 515 quand même. Hein. Il y avait des lacaniens à cette époque-là déjà. Hein. Donc on est un peu sur le cul quand même, quoi. Et il disait l'étang est, l'étang est, l'étang est, c'est tout. Voilà, point barre, l'étang est. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a même pas la peine de respirer, hein, avant ni après. Il suffit de dire ça.
Alors il ne doit rien à personne, il ne vient de rien, effectivement. Hein. Et il disait, il y a identité de l'être et du discours. Il y a identité de l'être et du discours. Parménide, il disait ça, il y a identité de l'être et du discours. Oui, parce que si l'étang n'est pas engendré, l'étang il est, et puis c'est tout, quoi. Hein. Donc quand vous parlez, vous êtes dans votre étang. Et puis point barre. Vous n'êtes pas après ni avant. Et donc votre discours, il est dans l'étang. Hein. Il est dans l'étang, et donc il y a identité de l'étang et du discours, de l'être et du discours. Vous voyez? C'est subtil, hein, quand même. Hein. C'est subtil, moins 515. Hein. Donc il n'était pas couillon, le Parménide. Même si on peut ne pas adhérer à sa thèse que l'être est et non-être n'est pas. On n'a pas intérêt d'ailleurs à adhérer. Ça n'a pas intérêt. Alors il rajoutait aussi, Parménide, le sensible est un changement continuel, mais n'a aucun être. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le sensible est un changement continuel, mais n'a aucun être. Je ne sais pas si je vous l'ai écrit ça dans mon petit résumé. En partie. Je vous l'ai écrit? En partie. En partie. Le sensible est en changement continuel, mais n'a aucun être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les perceptions que l'on a, pour Parménide, les perceptions que l'on a comme objet, vous êtes des objets pour moi, au sens noble du terme. Hein. Eh bien, vous n'avez pas d'être, vous n'avez pas d'existence. Hein. Vous n'avez pas d'existence. Parce que je suis simplement dans mon étang. Donc vous avez peut-être une existence d'un milliardième de seconde dans la perception que j'ai de vous, et encore, même à peine pour lui, à peine. Hein. Et il dit, de toute façon, c'est un changement continuel. Donc, du fait que ce soit un changement continuel, on n'en appréhende rien. On ne peut rien en attraper puisque c'est en mutation perpétuelle. C'est l'espace qu'il appelle l'espace sensible, le sensible. Le sensible, ça reviendrait presque à dire la perception, ce qui est perçu, si vous voulez, le sensible. Hein. Mais lui, il appelle ça comme ça, le sensible. Voilà pour Parménide. On reviendra un petit peu sur Parménide tout à l'heure. Hein. Je vous fais un petit peu comme ça les philosophes, parce qu'on est obligé hein, de faire les philosophes. Si on ne les fait pas, on ne comprend rien à ce chapitre. Hein. Donc, après Socrate, bah, je vous en ai parlé. Hein. Je lui ai dit, bon voilà, Socrate, on ne va pas revenir sur les thèses de Socrate, c'est trop long. Et puis Socrate, on en a parlé longuement, hein, déjà dans moult séminaires, ici même. Donc aujourd'hui, on va simplement se dire que la notion de concept devrait lui revenir, a priori. Hein. Socrate, il faut se souvenir quand même qu'il a été exécuté, enfin il s'est auto-suicidé, il s'est auto-exécuté, hein, puisqu'en fait il avait été accusé d'impiété. On lui disait qu'il n'honorait pas les dieux d'Athènes, on lui avait reproché ça, de ne pas honorer, donc il avait été jugé, il avait été condamné à mort pour ne pas avoir honoré les dieux d'Athènes, et donc il s'était suicidé lui-même, il s'était auto-détruit, en buvant de la ciguë, je crois bien c'est ça, hein, il me semble. Hein. Il avait bu une petite coupe de ciguë, une petite coupette, hein. Voilà, du coup c'était pas la fête, hein. Sans cacahuètes. Hein. Et hop, plus de Socrate. Alors Platon, on arrive à Platon. Platon, vous voyez, c'est un jeune puisqu'il est moins 428, hein. Moins 428 au lieu de moins 515 par rapport à Parménide, donc c'est un gamin. Donc, et un gamin par rapport à Socrate aussi, enfin, si on peut dire. Et donc, lui, donc, je vous avais dit, il considère Parménide comme le père de la philosophie, voilà. Mais il disait, c'est impossible de dire que seul l'être est. Voilà, ça lui allait pas à Platon. Et Platon, il avait une recherche. Je ne vais pas vous traduire en toute l'œuvre de Platon. On l'a beaucoup exploré déjà à travers des dialogues, et notamment au travers du banquet. Hein. Le banquet, on l'a étudié dans ses moindres recoins, hein, ici, hein, lorsqu'on a fait l'envers de la psychanalyse, hein, le séminaire l'envers de la psychanalyse. Voilà, hein. Donc je ne vais pas en faire ça, je n'ai pas le temps, je vais vous parler longuement de Platon, mais simplement, par rapport à ce chapitre, si vous voulez, Platon était à la recherche de ce qui est toujours, de ce qui est toujours. Platon était à sa recherche, ça je vous l'ai écrit, hein. Platon était à la recherche de ce qui est toujours. Ça a un rapport avec le grand autre, hein. Vous voyez, on y est dans le rapport à l'autre avec un A majuscule. Parce que dans le fond, si le grand autre est le trésor des signifiants, hein, eh bien, c'est quelque chose qui est toujours. Est-ce que ça veut dire quelque chose qui est toujours? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand on est humain, on ne peut pas savoir ce que ça veut dire, quelque chose qui est toujours. On peut l'énoncer. On peut le penser, puis après l'énoncer ou l'écrire. Ça ne veut pas dire qu'on en a la maîtrise, de dire ce qui est toujours. Mais lui, Platon, il cherchait à en avoir la maîtrise parce qu'il disait le corps est animé par une âme. Il y avait la notion d'âme chez
chez Platon. Et donc, du coup, il y avait déjà un objet pour Platon, l'âme, hein, l'âme, qui nous permet de communiquer avec les objets, justement. Donc, on n'est plus du tout chez Parménide, là. Hein. Parce que chez Parménide, il n'y a pas d'objet, de certaine façon. Hein. L'être est, le non-être n'est pas. Donc, hein, on est un peu piégé, quand même, on est un peu cloisonné. Alors, il disait Platon que les théories de Parménide n'établissent aucune condition satisfaisante pour la connaissance, qui pour lui, Platon, est un corps animé, doté d'une âme. Et Platon nie le vide, hein, alors que du côté de Parménide, c'est le vide. Hein. Il y a l'être et puis le vide, puisque le non-être n'est pas. Donc il y a l'être et le vide. Donc vous voyez qu'ils sont à 180 degrés l'un de l'autre, Parménide et Platon. Mais pour autant, il y a chez Platon de l'estime, hein, pour Parménide. Hein. Il dit que c'est le père de la philosophie quand même. Hein. C'est pas une critique humiliante qui rabaisserait l'œuvre de Parménide, hein, pas du tout. Hein. Je dis ça parce que j'arrive à Berkeley. Là. Donc on arrive à notre cher Berkeley, hein, alors qu'il lui n'est pas du tout de la même époque. Hein. Vous l'avez 1685, donc on est très loin des moins 400 hein, de Parménide et de Platon et de Socrate. Donc Berkeley, c'est un Irlandais du Nord, donc, alors qui était évêque, un drôle d'évêque un peu quand même. Hein. Enfin, il n'a pas été évêque tout de suite, mais évêque anglican. Il n'a pas été évêque tout de suite, mais il l'a été à la fin de sa vie. C'était un peu un drôle de sbire quand même. Hein. Et donc lui, il a fait beaucoup de choses dans sa vie, notamment il a beaucoup voyagé. C'était un gars qui voyageait beaucoup, notamment énormément en Italie, comme Lacan hein, finalement. Hein. Là-dessus, il serait retrouvé. Il voyageait beaucoup en Italie. Il a même été aux États-Unis, ce qui est étonnant. Hein. Enfin, c'était l'Amérique à l'époque, hein. Enfin, même pas. Et donc, il est allé du côté de la région de Newport. Mais pour un évêque, il ne s'est pas tellement bien conduit parce que, en fait, il avait acheté une concession de coton, je crois, un truc comme ça, et il a acheté des esclaves. Il était esclavagiste à fond les marrons, quoi. Hein. Donc pour un évêque, c'était pas top, mais enfin bon, à l'époque, ça devait se faire, je suppose. Et donc, ces affaires se sont un peu cassées la gueule à notre cher Berkeley quand il était à Newport. Et donc, il est rentré d'Ardar à Londres, où il a repris il était professeur d'université, ce qui s'appelait le Trinity College. Trinity College, voilà. Je crois que c'était pas à Dublin. Pardon? C'était pas à Dublin le Trinity? Si, à Dublin, oui, c'est ça, à Dublin. Il a professé à Dublin pendant longtemps. Il professait quoi? Il professait beaucoup de choses. Hein. Il était pluridisciplinaire. Il a professé la philosophie, la théologie, les mathématiques, la physique. Enfin, vous voyez, c'était une sorte de savant, quoi, comme on dit, des fois. Bien que ce savant est un terme qui ne plaisait pas à Lacan. Hein. Il disait que les gens qui en savaient le moins, c'était les savants. Hein, Lacan. Il disait, quand vous voulez savoir quelque chose, il ne faut pas s'adresser aux savants, c'est ceux-là qui ne savent rien. Hein. Donc voilà, il faut s'adresser aux gens qui ne savent pas. Ça, c'était Lacan. Donc il enseignait l'hébreu aussi, je vois ça, l'hébreu aussi, hein, c'est ça, voilà. Et il avait fait un truc étonnant, Berkeley, c'est qu'il avait créé un asile pour enfants à son époque, enfants abandonnés. Vous vous rendez compte, hein, c'est 700 ans avant, ou 600 ans avant Winnicott, hein, quand même. Donc c'est pas mal hein, quand même, hein, c'est intéressant, vous l'avez créé. C'est assez surprenant, enfin, etc. Et donc, Berkeley, quelle était sa philosophie à lui? Alors elle est assez étrange aussi. Hein. Alors il y a une phrase en latin, je ne vous l'ai pas écrite, je vous la lis comme ça, qui est la métonymie, si vous voulez, de sa philosophie à Berkeley. C'est SCS, c'est pas la peine de la copier, hein, vous la trouverez sur internet tant que vous voulez. SCS, je vais vous la traduire. SCS percipi aut percipere. Ce qui veut dire être, c'est être perçu ou percevoir. Être, c'est être perçu ou percevoir. Ça, je vous l'ai écrit hein, sur le petit digest, hein, sur mon petit condensé, en dessous de Berkeley. Hein. Être, c'est être perçu ou percevoir. Autrement dit, nous n'avons d'existence qu'à être perçus. Hein.
Mais Lacan l'avait déjà, le disait ça, hein, c'est curieux, mais Lacan le dit d'une certaine façon. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que Lacan disait sur les chiens. J'ai dit ici plein de fois, hein, je vous l'ai énoncé plein de fois sur les chiens. Les chiens, il disait, les chiens, ceux-là qui n'ont d'être qu'à ce qu'ils soient nommés. Les chiens, ceux-là qui n'ont d'être qu'à ce qu'ils soient nommés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nommés, ils n'ont pas d'être. Hein. Donc, et c'est vrai que quand on regarde un chien, on a tendance à lui dire, viens ici, Yuki, viens mon chien, etc. On le nomme, on le fait être, hein, en le nommant, etc. Et l'inverse, ça voudrait dire que quand on ne nomme pas, le chien n'est pas, quoi. Voilà, ça, et ça se rapproche un petit peu de Georges Berkeley, quand même, hein, de cette histoire-là. Être, c'est être perçu ou percevoir. Alors, il dit une chose encore étrange, hein, Berkeley, il dit, c'est quand même au Moyen-Âge, là aussi, hein, donc, enfin, non, pas au Moyen-Âge, hein, c'est bien après, mais enfin, c'est quand même assez vieux, 17e, c'est pas tout jeune. Les choses qui ne peuvent penser sont perçues. Les choses qui ne peuvent penser sont perçues. Donc, heureusement, remarquez, hein, heureusement. Les objets, pour lui, ben, il se définissait comme étant entouré d'objets qui ne pensaient pas, mais qu'on pouvait percevoir. On pouvait percevoir. Les individus peuvent seulement connaître la sensation et les idées des objets. La sensation et les idées des objets. En dehors de ça, hein. Autrement dit, ils font être les objets en les percevant, sinon les objets ne sont pas, si vous voulez. C'est curieux, hein, comme théorie aussi, celle de Berkeley. Alors il disait que tout ça, c'était le principe de la connaissance humaine, quoi, qu'on ne pouvait pas échapper à ça. Et donc, on a dit de lui qu'il était un idéaliste subjectif. Bah oui, subjectif, puisque, dans le fond, c'est que qu'il perçoit seulement que les objets ont de l'être. Hein, et que lui-même, à la limite, Berkeley, n'était quelqu'un ou quelque chose, ou une personne, un jeu, un sujet, qu'à être perçu. Hein. Donc il y a un idéalisme subjectif, effectivement, là-dedans. Hein. Idéalisme subjectif qui ne va pas non plus trop accommoder Lacan, non plus. Hein. Parce que par rapport à la psychanalyse, ça pose quand même des problèmes, hein, cette théorie-là. Cette théorie étrange de Berkeley. Mais Berkeley dans le texte, hein, parce que moi je l'ai lu un peu, pas tout, hein, voilà. Berkeley dans le texte, c'est d'une complexité épouvantable. Hein. Je vous dis franchement. Hein. Là, j'ai ramené ça, je l'ai compressé à mort, hein, pour vous le livrer comme ça, et pour que vous ayez une idée qui vous reste. Hein. Surtout cette phrase-là, hein, être, c'est être perçu ou percevoir. Si vous retenez ça, c'est déjà pas mal de Berkeley. Hein, parce que dans le texte, c'est pas de la tarte. Hein. Alors Platon, bien sûr, il n'a pas connu Berkeley, évidemment, mais il n'aurait pas été d'accord avec lui, parce que pour Platon, à l'inverse de Berkeley, il y avait un réalisme des idées. On dit ça d'ailleurs de Platon, un réalisme des idées. Hein. Puisqu'il croyait à l'âme, il croyait que l'âme était la connexion que l'on avait avec les objets, etc. Donc il y avait un réalisme des idées. C'est ce que l'on dit de la philosophie de Platon. Ça la résume de manière un petit peu trop métonymique, là aussi, hein, bien sûr. Mais enfin bon, la métonymie, elle nous est bien utile ici. Hein. Quand on a un temps aussi limité pour parler de tant de choses, on est bien obligé de faire appel à la métonymie tout le temps, hein, sans dénaturer le texte lacanien pour autant. Voilà, on essaye de ne pas le dénaturer trop. Hein. Bien qu'il y ait des gens sur Internet qui commencent à me dire que je dis n'importe quoi parfois, mais c'est des gens qui s'avancent toujours masqués derrière des pseudonymes, si vous voulez. Hein. Et puis voilà, oui. Voilà. Et qui me... Enfin, non, c'est pas des choses, c'est des choses un peu sans intérêt. Vous regarderez, c'est vraiment sans intérêt. Je réponds même pas parce que c'est tellement pauvre que je préfère ne pas répondre. Mais c'est pas beaucoup de gens, hein, c'est une personne en particulier. Parce que j'ai eu une critique d'une autre personne, mais c'était une critique constructive d'un monsieur intelligent à qui j'ai répondu. Mais là, il y en a un deuxième. Il commence par dire Lacan était un grand affabulateur. Donc ça commence pas fort. Hein. C'est difficile de... Il a le droit de penser ça. Mais en même temps, nous, qu'est-ce qu'on peut faire d'un personnage qui pense ça? Rien. On ne peut pas dialoguer. Parce que si Lacan est nié d'emblée comme étant un affabulateur, il n'y a pas de négociation dialectique avec quelqu'un qui affirme ça. C'est pas possible. C'est pas par rejet, c'est que c'est impossible, dialectiquement parlant, tout simplement.
Voilà. Donc, alors, donc Platon, je vous disais, n'était pas d'accord, puisque lui, il était plutôt dans le réalisme des idées, alors que Berkeley, lui, eh ben, il était dans l'idée abstraite tout le temps, quoi. Hein, dans l'idée abstraite, mais totalement abstraite, quoi. Hein. Et il disait, je reviens encore à Berkeley, une idée n'est pas autre chose que la conjonction des perceptions auxquelles elle renvoie. Elle n'a pas d'existence propre. Voilà. Pour lui, la raison, toujours pour Berkeley, la raison n'avait pas de réalité. Elle n'a pas de réalité. Elle n'est qu'un instrument commode pour exprimer l'expérience sensible. Voilà. Les mots sont des signes qui renvoient à des objets de la perception, non des choses abstraites, non des concepts. Oui, parce que si vous dites que vous êtes seulement dans la perception, ben vous ne pouvez pas évoluer dans l'abstraction. Ça va de soi. Hein. C'est difficile si vous êtes simplement dans quelque chose du côté de la sensorialité. Vous ne pouvez pas évoluer dans l'abstraction. C'est pas possible. Hein. Oui, c'est compliqué, hein, ces histoires-là, hein, quand même, hein, du côté de Berkeley. Hein. Et Berkeley, il disait en plus qu'avant que l'on perçoive, il n'y a rien. Avant que l'on perçoive, il n'y a rien. Il n'y a pas de matière. Nous ne pouvons pas affirmer l'existence du monde extérieur. Et il disait, accorder de la réalité à l'extérieur est mensonger. Il disait ça avec Berkeley. Accorder de la réalité à l'extérieur est mensonger. Puisqu'on fait qu'apercevoir l'extérieur par des espèces de fulgurances perceptives, sensorielles, c'est tout. On voit quelque chose, après c'est plus. Donc du coup, effectivement, l'extérieur est mensonger. Mais quand il dit l'extérieur est mensonger, Lacan l'attrape au col. Lacan l'attrape au col. Ça veut dire qu'il dit, mais dans le fond, Berkeley, il croyait en Dieu. Remarquez, en tant qu'évêque, ça valait mieux quand même. Hein. En tant qu'évêque, il croyait en Dieu, parce que de dire que l'extérieur est mensonger, c'est attribuer à l'extériorité de soi une existence de sujet pour dire qu'il est mensonger. Vous voyez? C'est faire une espèce d'anthropomorphisme philosophique, quoi, de dire cela. Hein. L'autre, avec un grand A, peut nous mentir. Hein. Lacan peut le dire, ça aussi. Hein. Mais du coup, on peut dire que Berkeley, il était du côté de l'existence de Dieu, quoi, en tant qu'évêque, voilà. Alors, il dit cette petite phrase, Lacan, page 111, il dit « Puisque je vise cette année à vous parler de l'un », alors on en parlera la prochaine fois, pas aujourd'hui, hein, l'un avec un U majuscule, je commencerai à énoncer ce qu'il en est de l'autre. Hein, ça c'est aujourd'hui. Je commencerai à énoncer ce qu'il en est de l'autre. Hein. Et donc tout ce que l'on a dit sur les philosophes dont on vient de parler là, c'est bien pour amener cette question de l'autre. Hein. Parce que vous voyez bien que tout ce que je vous ai dit sur Parménide, sur Socrate, sur Platon, sur Berkeley, sur Althusser éventuellement, eh bien, ça nous... Et sur Hegel, je ne vous ai pas parlé d'Hegel, monsieur, j'ai le temps, je vais dire un mot, on a souvent parlé d'Hegel. C'est bien pour nous amener ce qu'il en est de notre appréhension du monde. Hein. C'est bien pour nous amener à ça. Et l'autre, qu'est-ce que c'est, sinon le monde? Hein. Lacan disait l'autre, c'est l'autre des astres. Hein. Il avait plein de formules comme ça pour définir l'autre, parce qu'on ne peut pas définir l'autre une fois pour toutes comme ça, c'est pas possible. Hein. C'est quelque chose qu'on n'appréhende pas. On ne peut pas le maîtriser dans une définition carcan qui en finirait une fois pour toutes avec, hein, voilà, avec la syntaxe de ce terme-là. C'est pas possible. Hein. Donc, du coup, ben voilà, c'est pas par hasard qu'il amène tous ces philosophes, quoi. Puisque ces philosophes, ils parlent tous de ce qui, de leur extériorité. Hein. Je vous ai dit ça tout à l'heure. L'autre, pour Lacan, c'est l'extériorité radicale. Eh bien, de quoi parle Parménide, Platon, Hegel aussi, hein, Socrate et puis Berkeley, de l'extériorité radicale. C'est ça, hein. Il parle de rien d'autre. Hein. Quand on dit que on est que quand on perçoit, eh bien, on parle de quoi? De l'extériorité. Qu'est-ce qu'elle est, l'extériorité? Hein? Et on s'aperçoit que tous ces philosophes, finalement, eh bien, ils sont souffreteux, ils ont du mal avec cette question de l'autre. Hein? Lacan aussi, bien sûr, avait du mal avec ça. Mais c'est tous les humains. Hein? Donc on n'a pas la maîtrise de ça, bien entendu. Mais c'est tout l'intérêt de ne pas en avoir la maîtrise. Hein? C'est tout l'intérêt. C'est ce qu'ils font, on verra ça à la fin du chapitre, c'est ce qu'ils font de la psychanalyse, quand on n'en est pas la maîtrise, justement. Hein?
Parce que la fin de la psychanalyse, la fin d'une cure, la visée de la psychanalyse, c'est quand même la castration, c'est quand même d'accepter que le monde extérieur, l'extériorité radicale, on n'y est pas accès. C'est quand même ça, hein, la castration, littéralement. Donc c'est pas inintéressant. Alors, page 112, il y a une phrase qui est très complexe. C'est pour ça que je vous l'ai écrite en entier sur mon petit digest là. C'est une phrase qui est extrêmement énigmatique. Je ne l'ai pas comprise tout de suite. J'ai mis un temps fou à la comprendre. Je me suis cassé le nez dessus pendant un bon bout de temps avant de la comprendre. Finalement, j'ai fini par la comprendre. C'est cette phrase que vous avez... je vais vous dire où elle est dans le petit papier que je vous ai fait là. Dans ce petit papier que je vous ai fait, où elle est, cette phrase? Ah ben c'est le deuxième, après le premier trait là. Et si nous disions, vous voyez? Et si nous disions que le non-un n'est pas, point d'interrogation, et là, il s'applique à démontrer que la négation de quoi que ce soit, non pas seulement de l'un, du non grand, du non petit, cette négation comme telle se distingue de ne pas nier le même terme. Eh bien, je vous souhaite bien du bonheur avec cette phrase. Hein. Oui, je vous souhaite bien du bonheur avec cette phrase. Hein. Je vais vous la relire, hein, parce que moi, elle m'a posé un grand point d'interrogation sur le citron pendant un bon bout de temps, hein, avant que je la déplombe, si je puis dire. Donc, et si nous disions que le non-un n'est pas, et là, il s'applique à démontrer que la négation de quoi que ce soit, non pas seulement de l'un, mais aussi du non grand, du non petit, cette négation comme telle se distingue de ne pas nier le même terme. Ouf. Ouf. Hein. Alors, en bas, je vous ai mis l'explication. En dessous, juste en dessous avec des petites flèches. Vous voyez? Donc, je vous ai mis, en premier, je vous ai mis le non-un n'est pas. D'accord? Et donc, si le non-un n'est pas, eh bien, on ne peut pas nier le 1 n'est pas possible. Hein? Nier le 1 n'est pas possible. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Si le non-1 n'est pas, on ne peut pas nier le 1. C'est pas possible. Hein? Et donc, ça revient dans la phrase de Lacan à cette négation comme telle. Je vous ai mis la petite flèche. Hein? Cette négation comme telle, c'est le non-1 n'est pas qui nous amène à penser que nier le 1 n'est pas possible. Et en dessous de ça, je vous ai mis le non-un est. Ce qui est une phrase curieuse aussi, le non-un est. Parce qu'il y a une négation, puis après il y a est. Hein, le non-un est. Donc c'est très déstabilisant quand même. Hein. Et donc, je vous ai mis avec une petite flèche, nier le 1, là, c'est possible. Nier le 1, c'est possible. Avec cette phrase, le non-un est, nier le 1 est possible. Alors qu'au-dessus, nier le 1 n'était pas possible. Et je vous ai souligné dans la phrase de ne pas nier le même terme. Et de ne pas nier le même terme, c'est le non-un est. Hein? Et donc, le non-un n'est pas, c'est effectivement différent du non-un est. Si vous ne comprenez pas tout de suite, vous le relirez chez vous, vous comprendrez. Hein? Parce que là, je voulais quand même éplucher. Hein? Je vous l'offre dans l'assiette, hein, là. Et je vous assure que j'ai remué beaucoup mes neurones, hein, avant d'y arriver. Parce que Lacan fait souvent des phrases difficiles, mais alors celle-là, bonjour. Hein. Je pense que dans son auditoire, ce jour-là, il n'y a pas grand monde qui a dû la comprendre, hein, à mon avis. Donc c'est ça, si vous voulez, il veut mettre en place, si vous voulez, il veut mettre en lumière une espèce de paradoxe dans les termes du Parménide et dans les termes de Platon, si vous voulez. Hein. Parce que finalement, la première phrase, le non-un n'est pas, elle s'appliquerait plutôt au Parménide. Hein. Nier le 1 n'est pas possible. Alors que le non-un est, elle s'appliquerait plutôt à Platon. Nier le 1 est possible. Vous voyez? Ça, c'est moi qui vous dis ça. Mais ça me paraît raccord. Hein, ça me paraît raccord. Donc c'est pour ça que Lacan amène ça comme ça. Alors, je ne vous ai pas parlé de Hegel, mais j'en parlerai pas aujourd'hui longuement de Hegel parce que c'est trop compliqué. La phénoménologie de l'esprit, c'est tout un truc. Lacan, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous dit, il est gentil, hein, il nous dit, lisez simplement la préface. Hein, et ça ira comme ça. Bon, parce que finalement, Hegel aussi est très emmerdé avec la question de la négation.
pas très emmerdé. Non, il en parle beaucoup. La négation, la négativité, Hegel. Hein. Dans la phénoménologie de l'esprit, justement, hein, c'est là qu'il parle de la négativité, c'est-à-dire cette façon de nier radicalement quelque chose, y compris l'autre, pour produire du positif. Ça se rapproche beaucoup du stade du miroir de Lacan, ça, hein, finalement. Hein. Parce que, qu'est-ce que fait le sujet ici, le sujet enfant, tout petit? Il va commencer par nier l'autre, parce qu'il ne supporte pas d'avoir à s'identifier à l'autre pour se construire lui-même. Il voudrait bien se construire lui-même par lui-même. Un petit peu comme Parménide, si vous voulez, quoi. Hein. Mais avec Parménide, ça ne marche pas, le stade du miroir. Hein. Ça ne marche pas du tout. Hein. Donc, du coup, ben, cet autre, il le hait. Et ça se voit chez les enfants, hein, qui sont en fin de crèche, là, les enfants qui ont 2 ans et demi, 3 ans. Hein, et puis ceux qui sont en petite section de maternelle, 3-4 ans, là, hein, ça se voit la haine de l'autre. Hein. Quand ils vous disent, eh bien oui, un tel était mon copain, mais c'est plus mon copain aujourd'hui. Hein. Et puis c'était ma copine, mais aujourd'hui c'est plus ma copine. Voilà. Donc une espèce de changement amoureux comme ça, affectif, des espèces d'oscillations amoureuses incessantes, qui est la marque de cette espèce d'oscillation là. Là, ici, l'oscillation se place là, dans le stade du miroir, entre 6 ans et 2 ans et demi, hein, avec l'envie, d'une certaine façon, de nier l'autre, la négativité de l'autre, et qui serait quand même intéressante, puisqu'elle produit le sujet. Hein, elle produit le sujet, elle l'aide à construire, elle aide le sujet à construire son moi, son soi, si vous voulez, hein, à s'établir comme sujet pensant, comme sujet du jeu, à habiter son jeu, J-E. Hein. Donc voilà, c'est juste pour dire un tout petit mot sur Hegel, un minuscule petit truc sur Hegel, tout ça, en passant parce que ça lui fait penser par association. Alors, après, donc, je reprenne le fil de ma pensée dans le texte. J'en avais fini avec Berkeley. Alors, il nous dit, après Berkeley, il nous dit, l'autre dont il s'agit est celui du couple sexuel. Un signifiant barré S de A. Oui. Alors, il écrit, je vous l'ai écrit, je crois, hein, il me semble, je vous l'ai écrit comme ça, S de A. C'est là où je commence. L'autre dont il s'agit est celui du couple sexuel. Et il nous dit un truc bizarre, Lacan. Il nous dit, l'autre, on n'en jouit que mentalement. L'autre avec un A majuscule, on n'en jouit que mentalement. Il dit, c'est pour ça qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Hein? Parce que, finalement, la jouissance, si elle était absolue, ça serait la jouissance de l'autre non barrée. C'est-à-dire qu'on pourrait jouir de tous les signifiants, si vous voulez. Mais notre pauvre condition humaine ne nous permet pas ça. Hein? Donc on ne jouit que d'un autre barré, c'est-à-dire divisé, parcellaire, morcelé, etc. On n'en attrape qu'un bout, la queue. Hein? Lacan dit ça, la queue de la pensée d'ailleurs. Il parle de la queue de la pensée dans ce chapitre. Hein? Et donc d'ailleurs il rajoute, c'est l'abîme. Il revient un petit peu à Berkeley. C'est l'abîme qui nous offre la question de l'existence de Dieu que je laisse à l'horizon comme ineffable. À l'horizon comme ineffable. Ben oui, parce que la question de l'existence de Dieu, elle est plutôt du côté de l'ineffable. Sauf pour ceux qui ont une foi ancrée en eux-mêmes et dont ils sont brûlants. Pour eux, la foi, Dieu n'est pas ineffable. Mais pour moi, Dieu est ineffable. Chacun fait ce qu'il veut avec ça. Hein, bien entendu. Hein. Bon, voilà. Donc, alors il dit que c'est la relation du sujet au grand autre, c'est une relation qui, ça c'est dans le texte du séminaire, hein, c'est une relation qui s'évanouit de ne pas exister. Bah oui, de ne pas exister. Elle s'évanouit de ne pas exister. Parce que, qu'est-ce qui n'existe pas? C'est S de A. S de A, ça n'est pas possible. Hein. Le rapport du sujet, barré ou pas, à l'autre, à l'ensemble des signifiants, à l'ensemble des symboles, à l'ensemble des signes, à l'ensemble des objets, à notre radicalité extérieure, c'est un rapport impossible. Hein. Donc il dit, c'est une relation qui s'évanouit à ne pas exister. Bah oui, voilà, c'est ça que ça veut dire. Hein. Ça c'est pas, je ne sais plus combien, du côté de la page 113 ou un truc comme ça. Du coup, Lacan dit, ça n'existe pas cette relation sexuelle
Et donc, comme on ne peut pas l'écrire, on ne peut pas la vivre plutôt, eh bien on peut quand même l'écrire. Donc il écrit S de Avaret, et puis il a écrit les formules de la sexuation. Il dit on peut les écrire sous la forme des formules de la sexuation. On peut écrire la destinée, si vous voulez, sexuelle de l'homme et de la femme sous les formules de la sexuation. Ça ne veut pas dire que les formules de la sexuation représentent une vérité définitive, hein. Pas du tout, Lacan les a représentées comme ça. Mais c'est un modèle de type mathème, hein, comme il disait. Et vous les avez là-haut, hein, je vous les ai écrites, hein, les 4 formules de la sexuation, hein, dont là, voilà, qui sont comme ça. Si vous voulez, il existe un X qui échappe à la castration, à la fonction castratrice. Oui, le type qui m'attaque sur Internet, il me reproche ça parce qu'il me dit, parce que il me reproche d'avoir dit phi est une fonction. Je ne pense pas avoir dit ça. J'ai dû dire phi de x est une fonction. Mais peut-être que ça, ma langue a fourché et que j'ai dit phi est une fonction. Alors pour lui, c'est un outrage mathématique qui me devrait la pendaison, quoi. Ah oui, tout de suite, je devrais être au bûcher. Le bûcher peut avoir fait une erreur aussi monumentale. Si j'ai dit phi est une fonction, parce que j'ai oublié le 8, quelle importance, sincèrement. Voilà. Donc, de fait, la fonction, c'est phi de x, évidemment. Hein. Phi de x, nier, alors nier, c'est-à-dire qu'il existe un sujet, il existe un homme qui échappe à la castration. Voilà. Il existe un homme qui échappe à la castration, le père de la Horde. Vous vous rappelez, hein, le père de la Horde de Tétem et Tabou, de Freud. Du coup, comme celui-là, il a péché, ses fils sont expiés, et sous la forme de tout X est soumis à la castration. C'est-à-dire tous les hommes sont soumis à la castration. Ah, il y en a un qui a fait le couillon. Ah, ben les autres, allez tous à la castration. Par ici, messieurs, dames. Voilà. Non, pas mesdames, justement. Messieurs. Oui. Donc voilà, c'est ce que je voulais écrire sur votre petit digest là. Alors, il dit de l'autre, on n'en jouit que mentalement. De l'autre, on n'en jouit que mentalement. Ben oui, parce que l'autre n'est pas un corps. L'autre n'est pas un corps. D'une part, il n'est pas un corps, il n'est pas un sujet. Et d'autre part, l'autre ne répond pas. L'autre ne répond pas puisque c'est une entité qu'on ne maîtrise pas. Donc il ne va pas vous répondre. Hein. Quand je vous dis de manière répétée que le mur qui est ici, c'est une forme de grand autre, hein, eh bien l'autre, ce mur ne va jamais vous répondre. Par contre, vous pouvez vous le questionner et vous pouvez vous demander ce qu'il vous veut, éventuellement. Hein. Vous pouvez vous demander, de la même façon que quand vous allez regarder, je ne sais pas quoi, moi, un volcan ou n'importe quoi, ou même un volcan qui soit en éruption ou pas, vous pouvez vous demander ce qu'il vous veut. Hein. Ce qu'il vous veut. Qu'est-ce que ça nous veut, cette chose-là, qui est là devant nous? Mais pas besoin d'aller voir un volcan, vous pouvez regarder un chien, je vais tout à l'heure. Hein. Vous pouvez le désigner comme objet, le chien, et puis vous demander ce qu'il vous veut, hein, du côté du désir. Est-ce que ce chien est désirant vis-à-vis de vous? Ou même si c'est un objet, la chaise, là, moi je peux me demander ce qu'elle me veut, parce que je lui en veux d'être éternelle d'une certaine façon. Elle est éternelle en tant que ferraille et en tant que plastoc. Elle est éternelle, elle existera toujours, on peut dire de cette façon. Et moi pas. Donc je peux la regarder avec une certaine angoisse quand même, hein, en me disant là j'ai un truc de moi qui était là en tant que ferraille bien avant moi, et qui sera là en tant que ferraille bien après moi. Donc je la regarde du coin de l'œil avec une certaine crainte quand même à la chaise. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle veut, hein? Lacan disait ça en italien, vous savez, il disait ça, che vuoi, che vuoi, hein, il disait ça. Et ça, c'était ça hein, ce qu'il disait, che vuoi, qu'est-ce que ça nous veut l'autre? Les choses, les objets, etc. Qu'est-ce que ça me veut ce machin-là, etc. Hein, j'en sais rien, ce micro, qu'est-ce que ça me veut? Et vous-même, d'une certaine façon, comme groupe, là, hein, qu'est-ce que vous voulez? J'en sais rien. J'en sais rien. Je ne saurais jamais. Je ne saurais jamais. Donc c'est pour ça qu'il dit, l'autre, eh bien, on n'en jouit que mentalement. L'autre, on n'en jouit que mentalement. Et il allait même jusqu'à dire, on est joui par l'autre. Hein, Lacan disait ça. C'est déstabilisant, ça, quand même. Hein. On est joui par l'autre. Ben oui, parce que vous n'avez pas l'approche de ça, de cet autre-là. Vous n'en avez pas l'approche. Donc il n'y a que lui qui puisse éventuellement jouir de vous. Mais vous pouvez, à l'inverse, pas jouir de lui. C'est pas possible. Donc on est joué par l'autre. Et Lacan disait toujours, vous savez, le désir du sujet, c'est le désir de l'autre. Du coup, vous comprenez peut-être un peu cette phrase-là de Lacan, hein, que beaucoup de gens se sont cassés la tête sur cette phrase, mais qui dans le fond n'est pas si complexe. Hein. Le désir du sujet, c'est le désir de l'autre. Ben oui, voilà.
comprend pourquoi il disait ça là. Donc, de l'autre, on n'en jouit que mentalement, voilà. Du fait de vider la relation, on doit vider la relation à cet autre. Oui, évidemment, bien sûr, hein, pour avoir une certaine appréhension de l'autre, ici, on est obligé, d'une certaine façon, de l'effacer, de ne pas en tenir compte, parce que si on se dit, je vais appréhender l'autre dans son entier, on ne va pas pouvoir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on l'efface. Et si on l'efface, on se retrouve face à quoi? Ben, face au réel, c'est-à-dire à l'impossible. À l'impossible. Et ça, ce petit schéma que je vous fais là, c'est le fondement même de la psychanalyse. Ça c'est l'assise même de la psychanalyse. Hein. C'est-à-dire le sujet est obligé de vider le lieu. Vider, c'est le terme qu'emploie Lacan, hein. C'est pas moi qui emploie ce terme-là. On est obligé de vider le lieu de l'autre, parce que de toute façon, on ne peut pas l'appréhender, on n'y a pas accès, et donc on va se retrouver face à la question de l'impossible et à la question du réel, c'est-à-dire le réel lacanien, c'est ce qui n'est pas nommé. Hein. Rappelez-vous ça, le réel lacanien, ça n'est pas la réalité, ça n'a rien à voir avec la réalité, c'est ce qui n'est pas nommé. Ce qui est aussi vertigineux comme définition, hein. Ce qui n'est pas nommé. J'entends des bruits, c'est l'heure, je pense. Donc, Lacan, il allait encore plus loin hein, pour marquer cette histoire-là, il disait vos fantasmes vous jouissent. Vos fantasmes vous jouissent. Ah oui, parce que vos fantasmes, vous allez les placer de ce côté-là, vous allez les placer de ce côté-là. Hein, évidemment. Comme c'est le réel, vous ne savez pas ce qu'il vous veut, on peut dire que vos fantasmes vous jouissent. Effectivement, c'est une phrase étrange, mais on peut la comprendre comme ça. On peut la comprendre comme ça. Parce que si elle est prise isolément, on ne comprend pas. Fantasmes vous jouissent. C'est une phrase curieuse. Hein. Donc, alors, il nous reparle de Berkeley, il dit l'idéaliste de Berkeley, il ne s'agit que de penser. Bon, alors il dit Lacan, ça ne marche pas. Il dit moi je me place comme un réaliste, il dit ça, hein, comme un réalisme des pensées. Ah oui, il me dit parce qu'il n'y a pas de réalisme de la pensée, on ne peut pas faire de psychanalyse. C'est impossible hein, de faire de la psychanalyse. Et il dit vous êtes inséré dans le discours c'est quoi? C'est le S1, S2, c'est le A, hein, c'est le A. Vous êtes inséré dans le discours, dans les discours qui vous précèdent, qui sont là depuis un temps, une paye. Hein, il dit ça, page 114. Vous êtes insérés dans les discours qui sont là, qui vous précèdent, qui sont là depuis un temps, une paye. Ben oui, c'est même beaucoup plus que ça. Hein. Et il dit un truc un petit peu amusant, il dit, y compris le discours philosophique universitaire, mais dans quel état? Et dans quel état? Ce qui veut dire, l'université, le discours universitaire, elle nous le restitue certes, mais dans quel état? Ce qui n'est pas très gentil pour l'université. Enfin, bon, il n'était pas un très grand amoureux de l'université, hein, Lacan, hein, ça il faut dire. Hein. Alors après, il pose une question assez étrange, il dit, ce qui s'est écrit, s'est-il pensé? Ce qui s'est écrit, s'est-il pensé? Une question un petit peu aussi là, un peu, qui donne un peu le tournis. Ce qui s'est pensé, alors il rajoute, ce qui s'est pensé, c'est rouvert à une repensée, ce qui consiste à écrire que c'était des pensées. Vous voyez, c'est un peu... Hein, là aussi, on a un petit peu le tournis. Mais dans le fond, c'est pas si compliqué que ça. Parce que ce qu'il nous dit, c'est que ce qui se pense a la vertu de pouvoir s'écrire après. C'est même une nécessité que de l'écrire. Et donc, écrire quelque chose qui a été pensé, c'est le repenser. Vous voyez? Et donc, comme nous faisons ça tout le temps, nous sommes dans la répétition. Nous sommes dans la répétition. Elle est dans l'effort de repenser. Alors il dit l'expérience analytique, ça c'est une phrase très importante, page 115. Hein. L'expérience analytique, elle est dans l'effort de repenser. Ben oui, parce que l'expérience analytique, elle n'est pas uniquement du côté du sujet seulement, elle n'est pas fermée là. Elle n'est pas fermée là, l'expérience analytique. Elle est dans l'effort d'écrire quelque chose. D'écrire quoi? Par exemple son histoire. Hein, d'écrire son histoire. Les gens viennent bien nous raconter leur histoire en psychanalyse, hein, ou même en cure comme ça, de psychothérapie, ils viennent bien nous narrer leur histoire. Hein. Donc
l'expérience analytique, elle est dans l'effort de repenser, que ça s'écrive en est la preuve, mais seulement de l'effet de reprise. Oui. Parce que quand on pense quelque chose et qu'on l'écrit, on reprend cette chose que l'on a pensée. Et à quoi ça peut vous faire penser ça? Eh bien, ça fait penser au travail dans la psychanalyse. C'est le travail psychanalytique lui-même, c'est ça, hein, le travail psychanalytique. D'ailleurs, Lacan le dit, c'est ce qui fonde la psychanalyse, page 115, il dit ça. Hein. Parce que cet effort-là, le travail, il est là. Le travail psychanalytique, il est là. On pourrait bien faire une psychanalyse en écrivant, d'une certaine façon, hein, en écrivant. Voilà. On écrivait, puis le psychanalyste pourrait lire, ça se fait d'ailleurs parfois, hein, il y a des fois des patients qui nous écrivent des choses que l'on lit après, et dont on donne une interprétation, éventuellement, pas toujours. S'il y en a une à donner, on peut la donner. S'il y en a une qui nous vient, une interprétation sur un écrit. Mais quand il parle de l'écriture, là, Lacan, hein, il parle du discours en général, hein, il faut voir ça plus largement, hein, c'est le discours, hein, c'est pas seulement l'écrit, quoi. C'est le discours, c'est ce qui vient quand même après la pensée. Hein. Mais cette histoire-là, ça tourne en rond. C'est-à-dire la pensée, l'écriture et le discours, ça tourne en rond, et du coup c'est le phénomène de la répétition, et c'est le travail qui fonde la psychanalyse elle-même. Donc c'est pas rien quand même de dire ça, hein, page 115, cette histoire-là. Alors il reprend Parménide et Berkeley en disant, si ce qui pense n'est pas pensable, eh bien il n'y a pas de psychanalyse. C'est Lacan qui dit ça. Pour qu'il y ait interprétation, il faut que la pensée ait été pensée en tant que pensée réelle. En tant que pensée réelle, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il disait, je suis un réaliste de la pensée, Lacan. Hein. Voilà. Donc il n'était pas du côté de Parménide, ni même de Berkeley. Il était plus du côté de Platon, finalement. Hein. Bien que lui, la notion de l'âme, ça ne l'intéressait pas beaucoup, Lacan. Hein. Il était quand même, dans la philosophie générale, plus proche de Platon que de Parménide ou de Berkeley. Beaucoup plus proche, hein, de Platon. C'est pour ça qu'il a beaucoup étudié Platon. C'est pour ça que le banquet, il en fait tout un séminaire, carrément. Hein. C'est sur le transfert, en fait. Hein, sur le transfert. Tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise, je vais dire l'envers de la psychanalyse, je crois. C'est dans le transfert, hein, qui parle du banquet de Platon. Donc, est-ce que j'ai encore quelques petites choses intéressantes à vous dire? Il reste plus 10 minutes. Oui, il parle de Descartes, alors. Oui, il parle de Descartes, alors toujours en mal, évidemment. Hein. Le pauvre Descartes, il s'en prend plein la poire, comme à chaque fois. Hein. Avec son « je pense, donc je suis », il est bien allumé. Hein. Donc, alors, je pense, donc je suis. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai écrit, ça. Alors, oui, parce qu'il parle de la chose. Lacan parle de la chose avec un C majuscule. C'est pas lui qui a inventé, c'est pas Lacan qui a inventé la notion de chose avec un C majuscule, c'est Freud. C'est Freud, hein. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et donc, la chose, c'est Freud. Et Freud, comment il définissait la chose? Il disait, c'est ce qui, dans le complexe perceptif, est la partie incompréhensible, inassimilable et qui échappe au jugement. C'est le A majuscule, finalement, hein, la chose de Freud. C'est ce qu'on ne peut pas appréhender. C'est ce qui n'est pas assimilable, hein, la chose de Freud. Et pour Lacan, c'est un peu la même chose. Lacan dit, c'est l'élément qui reste étranger au sujet. Voilà. C'est l'élément qui reste étranger au sujet, et il rajoute, l'objet de la satisfaction est toujours perdu comme tel et ne sera jamais retrouvé. Vous voyez? Donc l'objet de la satisfaction, d'une certaine façon, c'est la chose pour Lacan. Hein? Parce qu'on ne l'a pas. Parce qu'on ne l'a pas. C'est la chose. Alors la chose, c'est une notion qui est très, très, très diluée, très étudiée en psychanalyse. Là, je vous en fais un raccourci extrême, bien entendu. Enfin bon, ce que je vous ai dit là est juste, hein, par rapport à Freud et à Lacan. Ils en disent cela. Donc, alors oui, le pauvre Descartes, avec son « je pense », donc je suis, non, on va mettre 3 petits points, et donc je suis plus loin, et bien Lacan lui dit, ah ben, t'es pas gonflé, toi, mon vieux, quand même, hein, mon cher Descartes, parce que ça veut dire que lui, Descartes, la chose, eh ben, il s'en arrange. La chose, il s'en arrange, hein, il la gouverne comme il l'entend. C'est-à-dire que la chose, ici, il peut la manipuler.
Parce qu'on pourrait dire je pense, et puis après mettre un point d'interrogation, par exemple. Hein. Mettre un point d'interrogation, ou mettre rien. Ou mettre rien. Ou mettre perception, ou mettre tout ce que vous voulez. En fonction des philosophes qu'on a étudiés, on mettrait diverses choses. Hein. On mettrait le vide, éventuellement le vide. Hein. On mettrait le réel lacanien. Voilà, hein. Je pense, le réel lacanien. L'impossible, on mettrait l'impossible. Mais non, lui, Descartes, il ne s'emmerde pas, il met donc je suis. Et donc, et Lacan lui reproche évidemment, hein, il dit, je ne sais plus comment il le dit exactement, mais enfin peu importe, il dit que il s'arrange facilement du rapport à l'impossible, quoi, Descartes. Hein. Il s'arrange un peu trop vite et un peu facilement du rapport à l'impossible en disant je suis, je pense donc je suis. C'est-à-dire que d'une certaine façon, Descartes a la prétention de gouverner la chose freudienne, de la maîtriser, puisqu'il en fait un je suis, un donc je suis. Vous voyez, vous comprenez? C'est facile à comprendre ça, hein, finalement. Et donc, voilà. Et alors il dit, Lacan dit, ça entraîne beaucoup de confusion. Alors il dit, la confusion, on est dedans, mais on n'en vit pas. Hein. C'est vrai, la confusion ne nous fait pas vivre, hein, même si on est dedans tout le temps. Alors après, à la fin du chapitre, il se plaint beaucoup d'une certaine époque où il avait été très attaqué. Vous savez qu'à un moment donné, il y a eu une scission dans les écoles, hein, lacanienne et freudienne et tout ça, il y a eu une scission, et Lacan s'est fait un peu éjecter de je ne sais plus quelle société, psychiatrique de Paris, un truc comme ça, je ne sais plus laquelle, peu importe, on s'en fout. Et donc il a créé sa propre école. Mais il n'était pas content, il était assez furieux vis-à-vis de ceux qui l'avaient viré. Hein. Un petit peu contre la même chose que comme Ernest Jones qui avait coupé le sifflet, hein, en Autriche, hein, sur le stade des Miroirs. Et bien, il n'était pas content du tout. Et il dit carrément qu'on a voulu me mettre au standard des gens qui ne voulaient rien entendre du discours analytique. On a voulu me mettre au standard des gens qui voulaient, c'est page 119 ça, au standard des gens qui ne voulaient rien entendre du discours psychanalytique, encore qu'ils en occupassent la place assise. Vous voyez, c'est assez moqueur, hein. Ça veut dire que ils ont la prétention, tous ces gens-là qui m'ont viré, dixit Lacan, d'être repus sur la psychanalyse, d'avoir un savoir assis, établi, hein, d'être sur le trône de la psychanalyse, comme Ernest Jones, hein, tout à fait, hein, et donc de distribuer un savoir dont ils sont les propriétaires exclusifs, etc. Et c'est pour ça qu'il dit cette phrase un peu amusante, quoi, hein. On a voulu me mettre au standard des gens qui ne voulaient rien entendre du discours analytique, encore qu'ils en occupassent la position assise. Ils sont sur le trône, quoi. Donc ils visent directement Ernest Jones, entre autres. Hein. Pas seulement. Hein. Vous savez qu'il y a eu un moment, Lacan, il a commencé à inquiéter les anglo-saxons, hein, à une époque, hein, parce qu'il devenait très connu. Hein, à partir des années 60, il est devenu très connu mondialement. Donc les anglo-saxons, qui n'étaient pas du tout dans ce style de psychanalyse-là, hein, étaient dans l'égo-psychologie, hein, vous savez, la psychologie du moi, quoi, hein, voilà, la psychologie classique. Et bien du coup, ils envoyaient des espions pour espionner. C'est vrai, hein, ils envoyaient des espions. Des gens qui venaient écouter et qui venaient le voir en lui disant « Bonjour monsieur Lacan, alors comment ça va vous pensez quoi en ce moment ?» etc. C'était pour le piéger, pour voir ça, ce qu'il pensait. Mais lui, il n'était pas dupe, hein. Il avait bien vu que c'était des espions, il s'en amusait beaucoup. Il les avait un peu tournés en ridicule. Enfin voilà, donc il était un petit peu emmerdé avec ça, et donc il n'était pas content vis-à-vis de tous ces gens-là, quoi. Pour lui, elle avait un peu trahi quand même, quoi. Elle avait un peu trahi, quoi. Et en plus, il leur voulait de se croire être les tenants, les propriétaires, hein, pas à la mer, mais les propriétaires de la psychanalyse. Hein. Alors il parle de la transgression, là, quoi. Alors, il s'en amuse, il dit « Ah oui, alors c'est bien joli, aujourd'hui on parle toujours de la transgression. La transgression, il dit c'est un mot formidable, tout le monde est content avec ce terme-là. Il dit mais c'est un terme qui ne veut rien dire pour lui. Ben, pourquoi? Il dit c'est un terme qui ne veut rien dire. Parce que transgresser, ça voudrait dire que, eh bien justement, le sujet ici, face au réel, eh bien il viendrait transgresser le réel, si vous voulez. La vraie transgression, ça serait ça. Ça serait transgresser l'impossible. Transgresser la castration. Transgresser la castration, transgresser fille de X. Je dis bien fille de X pour le monsieur qui me... Transgresser. C'est ça l'impossible. Hein. Donc ça sera ça la transgression. Donc on ne peut pas transgresser. C'est pour ça qu'il disait que c'était un terme qui ne voulait rien dire pour lui. Hein. En psychanalyse au moins. Après, c'est pas un terme
qui nous est interdit de d'énoncer. C'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire en psychanalyse, ça ne veut rien dire, la transgression. Voilà. Parce que le réel, ça ne se transgresse pas. Le réel. Et il rajoutait d'ailleurs, à l'appui de ça, page 120, on peut tenir n'importe quel discours, il vient toujours buter sur le réel. Ça ne se transgresse pas. Voilà. Et le rapport sexuel ne s'écrit pas. Et alors, il disait aussi quelque chose d'assez amusant, il disait la transgression, la religion, ça l'arrange bien, la transgression. Parce que si vous transgressez l'impossible, vous mettez du possible quelque part. Et le possible pour la religion, au-delà du réel impossible, c'est quoi? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc la transgression, et de fait, ça arrange la religion. Ça l'arrange. Et Lacan, il avait des pensées, quand même, des fulgurances, hein, assez surprenantes quand même, hein, par rapport à toutes ces choses-là. Alors il termine, et moi je vais terminer avec ça aussi d'ailleurs, il termine en parlant de la femme. La femme, il fait une espèce de petite démonstration qui est assez amusante, assez curieuse. Je vais la mettre par ici pour me rapprocher un peu du micro, parce que c'est vrai que sinon on n'entend pas très bien ce que je raconte. Il décrivait la femme barrée comme ceci. Il disait la femme n'existe pas. Mais ça ne voulait pas dire que la femme n'existe pas. Voilà. Ça voulait dire qu'elle n'était pas tout entière du côté de la castration. Elle n'était pas entièrement castrée, de cette façon. Hein. Pas tout entière du côté de la castration. Mais ça, vous le savez, puisqu'on a déjà étudié ça longuement. Hein. Donc la femme, il dit donc la femme qui n'est pas tout entière du... Alors, ça, vous savez que ça s'écrit comme ceci. Phi de X qui représente la femme ici. Donc pas tout entière, donc elle a une petite barre au-dessus comme ça, et phi de x, la fonction de la castration. La femme n'est pas entièrement du côté de la castration, elle n'est pas entièrement soucieuse de la castration. Elle n'est pas entièrement soucieuse de la castration. Donc en tant que telle, la femme ici, elle a un lien avec qui? Son partenaire, dit Lacan, son partenaire, c'est à la fin, c'est la toute fin du chapitre. Hein. Son partenaire, c'est qui? Eh bien, c'est celui-là. Hop là, le voici. C'est celui qui a échappé à la castration. Son partenaire idéal, ce serait celui-là, puisque lui, c'est le roi du pétrole. Hein? Le père de la Holle, c'est le roi du pétrole. Donc, à la femme qui a échappé à la castration en partie, partiellement, le partenaire idéal, ce serait lui, ça serait top. Mais le problème, c'est que ça ne tient pas, ce truc-là. C'est que l'homme qui échappe à la castration, il meurt, il est tué par ses fils, c'est tout ça, et il tombe ici. Il tombe dans le magma innombrable de tous soumis à la castration. Hein. Donc du coup, la femme ne peut pas le rejoindre là. La femme, c'est ce que dit Lacan, hein, c'est pas moi ça. Hein. La femme ne peut pas le rejoindre. Elle pourrait désirer le rejoindre ici, quand il est le roi du pétrole, et beaucoup moins quand il ne l'est plus ici, quand il est fondu dans la masse de ceux qui sont tous soumis à la castration. Ça pose un problème. Donc c'est pour ça qu'il dit que du coup la femme se trouve entre centre et absence. C'est Lacan qui dit ça aussi. Hein. C'est ce qu'il dit dans le chapitre. Hein. Elle est entre centre et absence. C'est pour cette raison-là. Hein. C'est ce que je viens de vous énoncer là. Typiquement, hein. C'est qu'elle ne peut pas rejoindre le roi du pétrole et elle se contentera du menu frottin de tous les autres, dont moi, hein, soumis à la castration. Voilà, il y a la castration entre centre et absence. Et donc, il dit, comment il dit ça, lui? Ah oui, l'O-1 devrait être son partenaire. L'O-1, c'est celui-ci, hein, un qui échappe à la castration. O-1 devrait être son partenaire, mais il y renonce pour elle et aboutit à ça, pas tout entière soumise à la castration. Elle sera absente de ce à quoi elle ne participe pas. Ben oui, elle ne participe pas à ça. Elle ne participe pas à la fête de la castration tout entière, hein, de la castration totale, permanente. Elle ne participe pas à sa fête, à cette fête-là. Et donc, elle va avoir, contrairement à l'homme, elle va avoir un accès partiel à l'autre avec un A majuscule
dirais, j'allais dire de meilleure qualité. Pourquoi pas, après tout, hein. Oui, plus elle va avoir accès davantage que l'homme à cette jouissance-là, à ce rapport à l'autre barré, du fait qu'elle ne peut pas rejoindre l'homme ici, puisqu'elle n'est pas soumise entièrement à la castration. Vous voyez, hein? Du coup, ça lui donne une espèce de ticket, si vous voulez, quoi, hein, de droit à se coltiner l'autre barré, ce qui est sa jouissance à la femme. C'est ce que dit Lacan. Hein. Après, on n'est pas obligé d'adhérer à ça. Mais sa démonstration, elle est quand même, elle est belle, cette démonstration. Hein. Une belle démonstration. Je dirais même, elle est picturale de toute façon. Hein. C'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est une démonstration comme ça. C'est un petit chef-d'œuvre de sémantique, quoi. Hein. Lacanienne. Et bien voilà, je vous quitte sur ça aujourd'hui. Donc nous nous revoyons dans 15 jours, exactement, pour aborder la question de l'un. Après l'autre, c'est l'un.